Bienvenue dans ce tout premier podcast Connaissances méditerranéennes produit par Westfield Productions en partenariat avec l'association Ciné-Passion. Un grand big up à ceux qu'on ne voit pas, ceux qui sont derrière les caméras. Je salue donc Wessal, Lina, Lisa et Adam. Aujourd'hui, on va accueillir deux femmes entrepreneurs, inspirantes et engagées pour la santé. D'un côté, on reçoit Naïda Maria, même entrepreneur, qui a vaincu et surmonté l'endométriose grâce à la naturopathie africaine. Elle va partager avec nous son parcours, son chemin et la façon dont elle a transformé cette douleur en une mission et une raison d'être. Naïda Maria, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire avec l'endométriose, mais avant ça, nous parler de qu'est-ce que c'est l'endométriose? L'endométriose, c'est une maladie chronique qui touche une femme sur 10 selon l'OMS. Et elle se développe sous forme de douleur avant, pendant et après les règles. Toi, du coup, comment tu as découvert que tu avais l'endométriose et comment tu as commencé à te soigner et à en parler? J'ai commencé lorsque j'ai eu des douleurs juste après mon deuxième enfant, donc en 2016. J'ai vu plusieurs gynécologues qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils ne voyaient rien. Mais j'avais toujours ces douleurs avant, pendant et après les règles, aussi pendant les rapports. Du coup, je me sentais un peu seule face à tous ces médecins qui trouvaient ça normal. Et un beau jour, en 2020, ma sœur m'a dit va voir un spécialiste de l'endométriose. Et c'était quoi la spécialité de ce médecin? Il était spécialisé justement dans l'endométriose. Mais son métier, par exemple, il est Il est gynécologue. gynécologue, mais vraiment spécialisé. Je pense qu'il s'est spécialisé dans cela. Il avait à peu près une 70aine d'années. Il était vraiment vieux. Et du coup, je l'ai consulté et il avait vu que j'avais une hypertrophie dans l'endomètre. Donc, c'est un épaississement dans l'endomètre. Donc, j'ai fait un traitement hormonal. J'ai régulé un peu les oestrogènes. Et puis après, par la suite, il a découvert que derrière, il y avait l'endométriose. Et qu'est-ce qui t'a fait transitionner de un parcours médical de santé classique à la naturopathie africaine? Par la suite, j'ai fait une embolisation des fibromes en 2020. C'est quoi une embolisation? On fait une petite incision et du coup, on fait rentrer un petit tuyau et on gèle les fibromes. Du coup, pendant 7 à 8 mois, ça a super bien marché. Donc, j'ai pu remarcher, j'ai pu courir après un bus, reprendre le sport. Et après, au bout de 7-8 mois, c'est revenu parce qu'on m'a dit que il y avait 150% de chances que ça marche sur de long terme et 25% que ça ne marche pas. Et il y a peut-être aussi des femmes qui souffrent d'endométriose mais qui n'ont pas posé ce diagnostic. Oui, tout à fait. Souvent, elles remettent ça sur quoi? Elles se disent parce que c'est des douleurs, que c'est normal, parce que généralement, c'est très tabou chez nous. On se dit, c'est normal, c'est les règles. Quand on pose les questions aux parents ou aux femmes en général, aux médecins, ils te disent, c'est normal, les règles, c'est comme ça. Mais il y a des degrés de douleur. Donc, il y a des douleurs qui sont supportables, qu'on peut aller à l'école, qu'on peut aller au travail. Mais à un moment donné où c'est handicapant, on a du mal à se lever, ne serait-ce que pour aller aux toilettes, on a des jambes bras qui se bloquent. Là, on se pose des questions. Parce que ça touche vraiment les douleurs musculaires, ça touche vraiment le système digestif et ça monte vraiment au système nerveux. Merci beaucoup Naïda Maria pour tout ce que tu nous transmets comme signaux, parce que ça nous permet aussi à nous d'être attentifs si on voit ce type de blocage chez les femmes qui nous entourent, de peut-être les mener vers la piste de l'endométriose comme ta sœur t'a mené vers cette piste. Et du coup, tu nous as parlé de ton premier parcours médical classique auprès d'un gynécologue qui était spécialisé dans l'endométriose. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as été vers le chemin de la naturopathie? Alors, j'ai été sur le chemin de la naturopathie car j'hébergeais mon papa à cette époque-là et il avait le diabète. Et je voyais qu'il prenait beaucoup de médicaments et je ne comprenais pas pourquoi il prenait autant de médicaments pour une maladie. Et donc, j'ai essayé de rechercher s'il n'y avait pas des choses naturelles. Comme je sais que moi, je suis d'origine comorienne, j'aime beaucoup les plantes. Et j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé une formation dans la naturopathie africaine. Voilà. Et
avec cette pratique de la naturopathie africaine, j'ai pu aider mon papa avec le diabète et j'ai vu qu'aussi qu'on pouvait soigner l'endométriose avec cette pratique-là. C'est merveilleux quand même de voir comment tu as emprunté un chemin pour rendre d'abord service et soulager les douleurs de ton papa et qu'au final, en étant sur ce chemin, tu as trouvé aussi une solution pour toi et que tu as transformé au final des difficultés et des obstacles en une vocation. Et tu as quand même étudié dans la seule école au monde qui forme à la naturopathie africaine. Oui, Donc tout à vraiment, big bravo à toi. C'est vrai qu'on est dans un retour aussi à des solutions plus naturelles, plus durables, plus respectueuses, plus éloignées aussi de la grosse pharmacie et de l'industrie pharmaceutique. Et là, la naturopathie, ça semble répondre au respect de la nature, mais aussi au respect du corps. Donc, Et de nos ancêtres aussi, parce que c'est les thérapies ancestrales, c'est ce que nos ancêtres utilisaient, la médecine naturelle. Et donc du coup, ça revient. Il faut vraiment pas que ça se perde, les traditions. oui. C'est pour ça que j'ai vraiment étudié dans ce domaine-là et j'aimerais développer aussi aux Comores les plantes. Et quand tu as abordé le sujet de l'endométriose en soi, est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont soutenu pour en parler davantage? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont dit oh, c'est trop tabou ou pourquoi est-ce que tu abordes ce sujet? Non, c'était pas vraiment tabou. Les jeunes femmes auxquelles je parlais avec elles étaient d'accord avec moi. Elles sont dans le même cas que moi et elles veulent vraiment trouver des solutions parce qu'on est vraiment perdus. Sachant qu'il y a aussi des gynécologues hommes. Après, j'ai pas vu de gynéco femmes. Ils ne ressentent pas la douleur. Voilà, ils ne ressentent pas ce qu'on peut ressentir parce que ce sont des hommes. Peut-être la femme, elle peut ressentir, mais si la femme, elle n'a pas eu, exemple la gynéco-femme, elle n'a pas eu l'endométriose, elle ne peut pas ressentir ce que nous, on a ressenti. Et ça, moi, c'est ce que je vois. Après, j'en ai pas parlé autour de moi. J'ai pas, exemple, mon gynéco, il ne sait pas que j'ai guéri de l'endométriose grâce à la naturopathie africaine. Mais il m'a confirmé, après avoir eu mon 3e enfant, que je n'avais plus d'endométriose. Waouh, quel beau chemin de lumière. Merci d'avoir partagé avec nous ton histoire avec l'endométriose et ce parcours jusqu'à l'identification d'une voie possible de guérison. Là, on va vraiment aller dans la guérison et la transmission. Est-ce que tu peux nous parler de pratiques qui t'ont aidé et qui, par exemple, pourraient aider la sœur, la mère, la tante, la cousine de la personne qui est en train de nous écouter ou la personne concernée elle-même qu'elle pourrait mettre en place dès maintenant parce que c'est sous la main? Alors, la pratique de naturopathie africaine, elle est basée sur 5 piliers fondamentaux. Donc, premièrement, il y a la psynaturothérapie. Donc, c'est les blocages émotionnels, les traumatismes. Le deuxième pilier, donc, c'est la méditation. Le troisième, c'est les massages. Donc, les massages africains. La quatrième, c'est la nutrithérapie, donc c'est l'alimentation. Et la cinquième, la phytothérapie, donc les plantes. Donc souvent, les femmes qui ont de l'endométriose, lorsqu'elles sont, on va dire, perdues parce qu'elles ne se sentent pas écoutées par les gynécologues, vont se tourner vers les médecines naturelles et elles pensent à se dire, je vais utiliser les plantes. Alors qu'il n'y a pas que les plantes. La psynaturothérapie, c'est vraiment le domaine qui m'a beaucoup aidée. Ça m'a pris 1 an vraiment à me libérer de tout ça pour qu'ensuite je puisse utiliser les autres piliers. Toi, ça a été quoi les 3 premières actions que tu as mis en place et qui ont eu un résultat sur la libération de ton endométriose? C'est travailler plus sur la psynaturothérapie. Donc, c'est de savoir quand est-ce que j'ai eu la maladie d'endométriose. Donc, moi, je pensais que c'était en 2016, juste après avoir eu ma fille. Donc, ça, c'était l'une de mes premières causes. Et que lorsque j'ai su que c'était en 2016, que j'ai eu un divorce, donc ça a beaucoup joué. Ça a eu un élément déclencheur. Donc, dès que j'ai su que c'était ça, automatiquement, mes règles, elles se sont diminuées. Donc, j'ai eu moins de caillots. Les règles, elles étaient moins longues. Avant, j'avais des douleurs avant, pendant et après. Du coup, c'est juste pendant les règles. Donc là, j'ai vu une nettement amélioration. Mais vers la fin des règles, les douleurs étaient quand même abondantes et handicapantes. Et donc là, je me suis dit, il y a une autre cause, il faut que j'explore, il faut que j'essaie de réfléchir. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose avant? Donc avant, il y a eu le décès de ma grand-mère en 2006. Paix à son âme. Du coup, il fallait remonter encore à la source.
Et en cherchant la cause, c'est là que j'ai vu que mes douleurs diminuaient. Et là, si je peux vous dire que lorsque mes règles arrivent, je ne sais pas quand, elles arrivent, mais je n'ai plus de douleurs. Ah, waouh. Voilà. Je n'ai plus de douleurs. Et puis, c'est des règles qui sont entre... des fois, c'est 3 jours. Alors que lorsque j'avais la maladie d'endométriose, des fois, ça durait 10 jours, 15 jours. Ah là, est-ce que tu Voilà. peux nous donner des conseils pour les femmes qui traversent la même chose? Et peut-être que ça peut servir aussi les femmes qui n'ont pas l'endométriose, mais qui ont des cycles douloureux. Oui, alors je pourrais vous dire, mais il faudra télécharger le e-book. Ah, très bien. Donc le e-book, il faut qu'on le mette en descriptif. Ce sera disponible. Ce sera disponible le e-book. Et donc, toi, c'est à quel moment que tu as commencé à avoir des améliorations et que tu as commencé à te dire, ça y est, je commence à être guérie? C'était au mois de mars. J'avais fait une détox du printemps, parce que oui, il y a des détox à faire à chaque saison. Et j'ai guéri d'endométriose et je suis tombée enceinte. Voilà, juste après. Et je ne le savais pas. Je l'ai su 1 mois et demi après. Voilà. Et donc là, tu as su que ça y est, tu étais guérie parce que tu n'avais plus aucune douleur qui accompagnait. En fait, j'avais d'autres douleurs, mais ce n'était pas lié aux règles douloureuses. Donc, c'était des douleurs de femme enceinte. Des douleurs de bonnes nouvelles. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, j'ai fait le test et puis voilà. Et dans ce chemin de guérison, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? À s'écouter, à s'aimer. Et il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Et il faut aussi s'aider soi-même. Parce que moi, je suis une personne qui dit tout le temps oui, j'aide tout le monde. Et je m'oublie. Et donc là, tu as appris à dire, je me mets en priorité pour pouvoir ensuite être un relais pour ceux que j'aime. Tout à fait. Ouais. Donc ça a été ta plus grande leçon, c'est de te remettre au centre. Oui, et aussi retrouver mon identité. Parce que j'avais perdu mon identité. Et Ah, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Parce que c'est hyper important. Et je me suis créé une identité un peu de maman. Donc, à force d'élever les frères et sœurs, j'ai élevé les frères, les sœurs, les neveux, les nièces. Et après, il y a aussi les amis. Et c'est là qu'on s'oublie soi-même. C'est là qu'on s'oublie que je suis le 3e enfant. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je retrouve mon identité. Donc, à chaque fois, on me sollicitait plus moi et pas les premiers enfants. Parce que le fait d'aider les autres, j'ai tellement aidé les autres que je me suis pas, on va dire... je me suis mis, on va dire, des barrières et je ne me suis pas écoutée. Et il y a des choses que je voulais faire que je n'ai pas fait et j'ai mis longtemps avant de le faire. Et s'il y avait 3 façons de parler de toi, de te présenter, quelles seraient-elles pour révéler ton identité justement et qu'on puisse te connaître un peu plus grâce à cet épisode? Déjà, ses origines. Voilà, ses origines, parce que moi, ça fait 20 ans que je ne suis pas allée aux Comores. Parce que je suis partie en 2005 et en 2006, ma grand-mère, paix à son âme, elle est décédée. Et c'était l'année où je passais mon bac. Et à chaque fois que mes parents me disaient va aux Comores, et je me disais, j'y vais pour qui? Parce que pour moi, c'était la seule personne qui me demandait mes nouvelles, que j'avais au téléphone, et j'avais personne d'autre. Pourtant, on est une famille nombreuse et souvent on s'oublie. On va dire, c'est pas qu'on s'oublie, mais c'est que... La vie quotidienne passe et... C'est comme si j'avais pas trop d'attache. Et aussi, il y a aussi le fait que... vu qu'elle est partie, et mes parents me disaient, vas-y, il faut que tu ailles la voir, même si elle n'est plus là, il faut l'honorer. Et j'avais cette peur, du coup, j'ai jamais pu faire le pas. Je sais pas, là, ça fait 20 ans. Et là, vu que je suis une maman et j'ai des enfants, et là, je me dis, là, il faut que je fasse... donc, j'espère en 2026. Ah, Inch'Allah. Inch'Allah, en 2026. Avec ta tribu, tu te sentiras aussi plus forte. Oui, parce que mes enfants, ils veulent... je leur parle beaucoup des Comores, même si ça fait 20 ans que je ne suis pas allée, mais ils sont très... D'ailleurs, tu portes une magnifique tenue inspirée des Comores, donc peut-être que ça fait un moment que tu n'y as pas mis les pieds, mais Marseille, ça reste la 5e île des Comores. C'est vrai que les Comores, on le ressent beaucoup ici, surtout dans les transports aussi. Et oui. Mais c'est vrai, c'est retrouver son identité, c'est aussi ses origines. Parce que le fait qu'on soit en France, on se perd déjà, et aussi si on ne retrouve pas nos origines. Et aussi les Comores, certes, on est Comoriens, mais avant tout, on est Africains. Il y a la langue, elle est différente, donc langue arabe et langue swahili.
Mais le fait d'être en France, c'est vrai qu'on devient, j'ai l'impression qu'on devient, je dirais pas trop français, mais on se perd dans nos traditions et nos religions. Et je trouve ça dommage. Et c'est ça que moi, je veux retrouver. C'est ce que j'ai retrouvé en moi. D'ailleurs, il faut que je parte encore mort. Mais c'est ce que je leur montre à mes enfants aussi. Que vous avez des origines et il faut aller aux Comores. D'où ma tenue. Du coup, justement, le fait de retrouver mon identité, ça m'a permis d'être moi-même et de porter les tenues traditionnelles des Comores, de reprendre. Moi, avant, je chantais à la maison, bien sûr. Mais là, je suis rentrée dans une association qui s'appelle Les Boras, et c'est les chants berceuses comoriennes. Waouh. Voilà. Donc, on a fait quand même 4 concerts en un mois. Ça fait Est-ce un que mois et tu demi. peux nous chanter un petit refrain? Un petit refrain. Mais oui. Alors, yo yo yo, wanana eshi, yo yo yo, wakena baraka, yo yo yo, wanana eshi, yo yo yo, wakena baraka. J'espère que vous sentez la vibe que nous on est en train de sentir. Parce que, franchement, c'est tiède. C'est vraiment quelque chose de transportant. Merci beaucoup de partager ça avec nous. Et un troisième pilier, La danse. La danse et la danse. le mouvement. Voilà, le mouvement. Et juste par curiosité, la chanson que tu nous as chantée, c'est quoi son message ou quels sont les mots qu'il y avait dans cette chanson? Je connais pas trop la signification, mais c'est des berceuses qui sont chantées pour les enfants, pour les bébés. Oui. Ouais, en tout cas, c'est pour ça que c'était autant apaisant. Oui. Il y en a d'autres, mais bon, j'espère. Voilà. Ça fait 1 mois et demi que je suis dans cette association. Bah, encore bravo pour ce chemin artistique aussi qui nourrit ta créativité. D'ailleurs, on va parler du tournant parce qu'on a appris à te connaître, Naïda Maria. On a découvert ton parcours, ta rencontre aussi avec les maladies, celle de ton papa, la tienne, ton parcours d'études, ta formation qui est unique, qu'on peut retrouver que en Suisse. Mais aussi, là, on va vers ton chemin entrepreneurial et on veut essayer de comprendre à quel moment tu as fait un pivot pour te dire les solutions que j'ai trouvées pour moi, pour ma famille, pour mes proches, j'ai envie de les mettre au service du plus grand nombre et j'ai envie de transformer cette mission et cette raison d'être en une activité accessible aux autres et donc une activité entrepreneuriale. Qu'est-ce qui t'a poussé vers ça, vers l'accompagnement? C'est vraiment une bonne question. Alors moi, je suis diplômée depuis octobre 2024 et en mars, j'ai rencontré une amie que je connais. Elle m'a poussée, je lui ai dit que je voulais créer mon entreprise et elle m'a parlé des déterminés. Donc elle m'a dit vu que tu as envie de connaître les fondations, voilà, donc elle m'a dit inscris-toi chez les déterminés. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis inscrite. Et du coup, ça fait depuis mars que je suis chez les déterminés. Voilà. Et ça finit en octobre. D'accord, donc c'est vraiment le fait d'avoir eu connaissance d'un programme qui pouvait accompagner ta proposition de valeur unique vers quelque chose de concret sur le marché, qui t'a dit, ah bah tiens, je peux en faire une activité à part entière. Et c'est d'ailleurs là où on s'est rencontrés. Oui, tout à fait. Et oui, et j'ai été vraiment très ravie de te rencontrer, de rencontrer aussi Saïda et toute votre promo, notamment Wessal en production de ce podcast. Et donc, c'est vraiment avoir connaissance d'un dispositif qui t'a poussé à te dire, je saisis l'opportunité et je teste. Oui, parce que je ne connaissais pas les bases. J'avais déjà été entrepreneur en 2019 avec un prestataire de service qui s'appelle Moder, donc on vendait des produits pour perdre du poids. Mais je savais qu'il manquait les bases. Donc on me disait plutôt de vendre, mais on ne travaillait pas assez le développement personnel, la confiance en soi. Et moi, je trouvais ça dommage que ça manquait de théorique et aussi de pratique. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas faire la même erreur que j'avais fait en 2019. Et donc, en fait, le désir de transmettre et d'accompagner d'autres personnes vers le chemin de la guérison par la naturopathie, il était déjà en toi. Oui. Mais est-ce que tu sais depuis quand il est en toi?
Je pense depuis longtemps. Pas que dans la naturopathie africaine, mais c'est vrai que pendant mes études, j'avais pensé à ce que je faisais quand j'étais petite. Donc, je construisais des cabanes et qu'on ne voulait pas rentrer à la maison. Quand on était blessé, je prenais des feuilles et puis je soignais la plaie des copains et des copines parce qu'on ne voulait pas rentrer, parce qu'on savait que si on rentrait, on ne pouvait plus sortir. Et c'est là que je me suis rappelée, je me suis dit, mais en fait, là, je pense que j'avais déjà la naturopathie. T'étais En moi. l'infirmière de quartier, en fait. Ouais, Tu soignais à travers... C'est ça, parce qu'on voulait pas rentrer, on sentait Honnêtement. tellement bien, on sentait tellement bien et on voulait pas sortir. À cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone, voilà. C'était mieux dehors qu'à la maison, évidemment. Et on passait toutes les journées, on avait une petite bouteille d'eau. Donc voilà, c'est là que je me suis dit, ah, mais c'est vrai que je construisais des cabanes, je soignais les gens. Et je n'avais pas fait le lien. C'est que maintenant, je me suis dit, mais quand je voyais les blessures de ma fille, je me disais, mais tu sais, quand j'étais petite, on prenait des feuilles dehors et on mettait comme ça. Et quand on rentrait à la maison, on mettait le éosine, vous vous rappelez? Le rouge, le fameux rouge, avec la belle marque. Dans le e-book, il y a combien de recommandations ou combien de... Ah, c'est une secret. Ça aussi, on met ça. On a pas c'est au sommet, non? C'est quoi l'intitulé? C'est quoi l'intitulé du Mets book? ton mail et puis On a l'intitulé? voilà. On peut avoir l'intitulé ou pas, hein? 5 plantes qui apaisent votre utérus. Moi, je sais déjà qu'il y a le framboisier. Parce que tu as préparé les tisanes de framboisier, notamment lors du pop-up store au World Trade Center. Et c'est testé et approuvé par une de mes amies. Donc, il y en a 4 autres à découvrir. Mettez ça en commentaire. En fait, il y en a beaucoup plus, mais c'est un secret. D'accord. Il y a trop de secrets autour de toi. Et donc, l'approche africaine de la naturopathie, est-ce qu'elle est uniforme à l'échelle du continent ou est-ce qu'il y a des particularités entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, l'Afrique du Nord? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? On se base juste sur les 5 piliers. Oui, c'est la même. Voilà, les 5 piliers sont la même. C'est juste exemple l'alimentation. C'est l'alimentation qui change. Parce que c'est vrai qu'on aura du mal à proposer un exemple du taro à une personne d'origine française. Elle n'a jamais goûté, c'est pas ce que c'est. Donc, on ne sait pas si elle va aimer ou pas. C'est quoi le taro, justement? Parce que je pense Alors, qu'il y a plein de personnes qui ne savent alors, pas ce que c'est. Du taro, en fait, c'est un légume qui se rapproche beaucoup entre l'igname et le manioc. On en trouve à Marseille? Oui, tout à fait. Ah, d'accord. Oh, ça se dit taro, mais il y a aussi dachine. Dachine aussi. Voilà. Il y a un autre nom. D'ailleurs, qui est très bon. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Et aujourd'hui, en fait, tu fais de la naturopathie tirée des savoirs et connaissances africaines, mais tu peux retrouver des plantes ou des produits naturels en Europe qui sont cultivés peut-être à côté de nous. Oui, tout à fait. Voilà. C'est plus dans C'est le... pas spécialement les plantes africaines, parce que beaucoup de personnes disent « Ah, elle est naturopathie africaine, donc elle va proposer des plantes africaines. » Oui, mais pas que ça. Bah oui, on évoquait le framboisier, c'est pas en Afrique. Oui, parce que c'est vrai que j'ai eu des clientes qui m'envoient des messages pour me dire « Oui, quelle plante africaine proposes-tu ?» Alors que non, c'est la méthode. Oui, puis suivant où le corps a évolué dans ton environnement, c'est-à-dire le pays où tu as grandi, tu vas aussi t'adapter à ça. C'est-à-dire que moi, je suis d'origine marocaine, admettons, mais je suis française, dans le sens où je vais très peu au Maroc. Et du coup, tu vas adapter à une personnalité, un profil français en vérité, Oui. avec l'environnement de France. Ok. Eh ben, Naïda, Maria, on a vu en gros quelle a été la rencontre avec ce chemin vers la naturopathie, vers le soin, vers la guérison et comment l'entrepreneuriat te permet à la fois de réaliser ta mission et ta raison d'être tout en générant des ressources pour continuer à le faire. Et maintenant, on voudrait rentrer un peu plus spécifiquement dans ton activité aujourd'hui. À qui s'adresse ton accompagnement? Alors, mon accompagnement s'adresse aux femmes qui souffrent d'endométriose, mais comme je l'expliquais au début, je ne suis pas fermée, parce qu'il y a des personnes qui veulent perdre du poids, que ce soit hommes ou femmes, ou enfants aussi. Ceux qui souhaitent, qui n'hésitent pas à m'envoyer un mail. Et en général, les accompagnements, ils durent combien de temps et qu'est-ce que ça implique chez la femme pour être accompagnée? Combien de temps elle doit être disponible? Et est-ce que c'est accessible en termes aussi de
de financement? Enfin, comment ça se passe si une femme, là, tout de suite, elle a envie de prendre la décision, de voir avec toi déjà si c'est bien de l'endométriose dont elle souffre et qui veut essayer une technique avec toi? Voilà, elle va se poser ces questions, donc j'anticipe pour elle. Voilà, juste donne-nous un peu plus de détails. Alors, c'est un accompagnement de 12 mois. Après, je sais pas si je peux noter le prix. Vous verrez sur le site aussi, qui est à 1 800 €. Donc, il y a 4 détox. Justement, sur 12 mois, il y a 4 saisons. Donc, il y a 4 détox différents selon la saison. Et un accompagnement 2 fois par mois. Donc, tous les 2 semaines, on se voit, on s'appelle et on voit ce qui a été fait, ce qui n'a été pas fait, ce qu'on doit changer ou pas. Si tout va bien, on avance, on évolue. Donc, c'est vraiment un accompagnement vraiment proche. 360 degrés. Voilà, 362. Et jusqu'à présent, est-ce que tu as un exemple de femme que tu as accompagnée et comment est-ce qu'elle a réagi pendant l'accompagnement? Est-ce qu'elle a vu justement sa santé s'améliorer? Oui, j'ai une cliente que j'accompagne depuis janvier, qu'elle a vu des changements au bout de 4 mois et que là, ça fait 7 mois et elle va beaucoup mieux. Elle va beaucoup mieux, elle a travaillé beaucoup sur elle-même. Il y a aussi, elle a travaillé beaucoup sur la psychothérapie. Et donc, voilà, là, elle est très contente. Et on souhaite à toutes les femmes qui rencontrent l'endométriose, déjà de pouvoir en avoir conscience, de ne pas se sentir seule et surtout de prendre conscience qu'à Marseille, Naïda Maria est une écoute attentive, qu'elle a surmonté ce chemin et qu'aujourd'hui, elle se consacre pleinement à l'accompagnement des femmes qui souffrent de l'endométriose. Et du coup, quel message tu veux transmettre aux femmes qui souffrent de l'endométriose? Et avant ça, j'aimerais te demander si l'accompagnement que tu proposes pour les femmes qui souffrent d'endométriose, est-ce qu'il peut convenir finalement à toutes les femmes qui rencontrent leur cycle menstruel tous les mois et qui ont des symptômes et qui ont de la fatigue? Finalement, est-ce que le fait de résoudre le problème de l'endométriose ne résoudrait pas le problème de toutes les femmes qui... Oui, justement, c'est pour ça que j'ai dit que je ne reste pas fermée parce que si on arrive à guérir de l'endométriose par la naturopathie africaine, on peut guérir d'autres maladies. Ouais. Et du coup, soulager l'endométriose, ça soulage aussi... Les douleurs, oui, mais c'est le but. Et donc, quel message tu as envie de transmettre aux femmes qui ont l'endométriose aujourd'hui? Déjà qu'elle n'est pas seule, parce que moi j'ai été seule. J'ai été seule, bon, pas vraiment seule, mais bon, j'étais accompagnée par mon mari. Mais c'est bien d'être accompagnée. Et ça me fait plaisir d'avoir ce diplôme et de pouvoir accompagner toutes ces femmes qui souffrent des douleurs menstruelles parce que c'est pas évident une fois par mois. Mais moi, par mon expérience, des fois, j'avais des 20 jours de douleur. Sur un mois, c'est beaucoup. Et si on a des enfants, moi, là, j'en ai 3. Mais au début, j'en avais 2. Ils étaient tout petits, ils avaient 3 à 5 ans. Donc, c'est vraiment dur. Et qu'elle n'est pas seule et qu'elle n'hésite pas à m'envoyer un message ou à m'appeler pour tout renseignement. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme qui découvre qu'elle a l'endométriose, qui a un diagnostic et qui se dit est-ce que je vais dans le chemin traditionnel, classique, pharmaceutique pour soigner ça ou soulager ça? Tu lui dirais quoi? Vas-y, suis ce chemin et puis en complément on peut faire ça? Ou tu lui dirais... C'est plus en complément parce que je sais qu'il y a des clientes qui sont capables de laisser les traitements et aller directement vers l'approche naturelle. Et moi, j'ai déjà testé les pilules. Le dernier médicament qu'on m'a testé, c'est Sawis. Et je pense que ça m'a plus dégradé mon corps plutôt que le gynéco, il m'a dit t'auras pas de douleur, quasiment pas de douleur et pas de saignement. Ça m'a fait l'effet inverse. J'ai eu 21 jours de douleur, 21 jours de règles. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est quel traitement? Donc, c'est moi-même que je me suis dit, je vais arrêter parce que je peux pas rester comme ça pendant 2 mois en train de souffrir. Donc, c'est moi-même qui l'ai arrêté. Mais il faut pas arrêter les traitements comme ça. Il faut toujours voir avec un gynécologue. Donc, moi, je lui ai parlé. Je lui ai dit, vos traitements ne fonctionnent pas. Je préfère souffrir avec mes douleurs, mais ne pas aggraver avec ce médicament-là. Donc, je pense que le médicament n'était pas adapté pour moi. Donc, je l'ai arrêté. Mais il faut toujours consulter le gynécologue et lui expliquer ce que vous ressentez. On espère qu'il y a beaucoup d'acteurs de la santé qui vont nous entendre et nous écouter ici.
notamment des gynécologues, et que une rencontre sera possible entre ces spécialistes de la santé et puis toi qui es une patiente, comme le disait Aristote, l'usager est meilleur juge que le spécialiste. Et donc, en plus d'être une usagère, tu as quand même été formée et tes résultats montrent sur toi comme sur tes clientes que ça fonctionne. Donc, on espère que le corps médical aussi va se tourner vers toi. Et on a tendance à voir la société séquencée entre les spécialistes, les experts perchés d'un côté et les gens dans le terrain qui ont de la connaissance, eux, le savoir, ici la connaissance, mais que ça ne se rencontre pas. Donc, j'espère en tout cas que tu vas avoir de plus en plus d'interactions et de place avec le corps médical. Ils ont autant besoin de toi que les femmes, en fait, qui en souffrent. Parce que même dans leur activité au quotidien, bah, ça va faire la différence, en fait. Bah, justement, ça combine. Parce que les gynécologues, comme les médecins, ils savent que les symptômes, mais pas la cause. Donc, ils peuvent voir au niveau du corps physique, mais quand ça touche les autres corps, l'âme et l'esprit, bah, ils n'ont pas l'expérience. Et en France, je ne sais pas si tu as remarqué, effectivement, en Afrique, parler de l'âme, c'est presque un basique. C'est presque un fondamental. C'est-à-dire que ce qu'on ne voit pas est important, est essentiel, et le concept de l'âme, de la foi est fondamental. Mais en France, le mot âme, je ne sais pas pour vous, mais vous le croisez souvent. J'ai l'impression qu'en fait, quand on parle de l'âme, ça paraît un peu ésotérique, un peu... Oui. Comment toi, du coup, tu arrives à parler de l'âme en France? Bah, le côté émotionnel, c'est ça qui est important. Parce que si on dit qu'on a des douleurs et qu'eux, ils ne le ressentent pas, bah, c'est notre corps qui nous parle, c'est notre corps qui nous dit qu'est-ce qu'on doit faire. On a des douleurs, qu'est-ce qu'on doit faire? Et est-ce que ce n'est pas quelque chose qui nous a été touché avant? La psychogénéalogie, justement, aussi. Oui, Ouais. oui, la transmission aussi des mémoires d'ancêtres. Ça, on n'en parle pas assez. Bon, ça commence, on va dire, à... Ouais, la parole se libère beaucoup. Je trouve. Parce Qu'est-ce nos que tu as pu ancêtres- élucider, toi, de ton côté, si tu veux partager avec nous Alors, j'ai découvert que dans mes mémoires d'ancêtres transgénérationnels, on m'a transmis la peur de... Ah, j'ai oublié le mot, mince. La claustrophobie. Ah oui. Et j'ai eu beaucoup peur du vide et des vertiges. Et j'ai été voir une thérapeute qui m'a fait un soin énergétique au niveau de mon âme et mon esprit. Et je n'ai plus peur de l'ascenseur parce que j'ai beaucoup été coincée dans les ascenseurs. Je suis témoin, elle prend l'ascenseur maintenant. Ouais. Ça ne le prenait pas. Surtout le premier jour. Le premier jour de la formation, on était dans la tour marseillaise, voilà. Oh, oui. Et à l'accueil, ils m'ont dit oui, c'est au 30e étage. Et j'ai commencé à faire oula, 30e étage. Mon cœur, il commence. Et puis il y avait Yasmine et elle me dit c'est ça va, Naïda? J'ai dit bah ouais, mais moi je suis claustrophobe. Sauf que j'avais complètement oublié qu'il y a une semaine, j'avais fait le soin. Et je suis montée dans l'ascenseur et elle me dit Naïda, ça va? Ouais, ça va, mais c'est bizarre. Je sens plus la peur. Et puis j'ai commencé à tourner ma tête par la fenêtre et je voyais une vue. Je dis ah, mais en fait c'est beau, hein, c'est magnifique. Et la peur en fait avait disparu. Et maintenant, on va découvrir le parcours de Saïda, coach en relation parents-ados. Son accompagnement permet aux familles de retrouver le dialogue, la compréhension et l'équilibre. Saïda, est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue cette vocation de coach en relation parents-ados? Bonjour Hannah. Alors, je suis très contente d'être ici pour expliquer mon parcours et pour parler d'un sujet vraiment qui me tient profondément à cœur, la santé mentale des parents et des adolescents. Comment j'en suis arrivée là? À savoir, j'ai été infirmière pendant 18 ans, dont 8 ans en pédopsychiatrie, où on accueillait des adolescents qui venaient pour multiples raisons, le décrochage scolaire, les troubles anxieux, qui rentraient dans des maladies un peu plus graves. Et c'est vrai qu'il y a des adolescents qui restaient hospitalisés pendant longtemps et on ne prenait pas suffisamment en charge les parents. Et sauf que ça me surprenait que de travailler avec un jeune qui retournait dans un environnement où le parent était fatigué, où le parent n'avait pas forcément les mots et la conduite à tenir, entre guillemets, pour au mieux accompagner son enfant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie d'accompagner les parents à se comprendre eux-mêmes,
à revisiter leur passé, leur enfance, pour mieux interagir avec leur enfant. D'accord, donc c'est vraiment ton expertise, ton expérience professionnelle pendant près de 2 décennies qui t'a poussé du coup à aller offrir une solution supplémentaire à celle qu'on ne trouvait pas ou pas suffisamment dans le milieu de l'accompagnement médical traditionnel. Mais toi, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé dans ce chemin, déjà il y a 2 décennies, à aller vers le soin de l'autre et en particulier la pédopsychiatrie? Alors c'est vrai que quand j'étais infirmière, très rapidement, je savais que je voulais faire de la psychiatrie parce qu'on a le temps avec les patients. Et j'avais besoin, moi, de contact. Et il y a une phrase que j'ai toujours entendue à mes débuts, c'était « de toute façon, on n'est pas en psychiatrie par hasard ». Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois régler toi-même de ta propre famille. Et les retours que j'ai eus des ados que j'accompagnais très souvent, et d'ailleurs j'ai ramené le petit carnet, c'est mon carnet d'or, c'est mon carnet fétiche, parce que c'est quand j'avais quitté le service, justement, j'ai tout un tas de mots qui aujourd'hui me disent t'es sur la bonne voie. Parce qu'en fait, ils se sentaient très rapidement compris, en fait. En parlant, en échangeant avec moi, ils disaient c'est fou, pourtant vous n'avez pas notre âge, etc. Mais on peut vous dire les choses, on peut les déposer, et d'un coup, on se sent entendu. En fait, c'est ça le secret, j'ai envie de dire. C'est que je suis pas dans je les vois pas comme des problèmes, je les vois comme des êtres humains dans leur entièreté. Et finalement, quand j'ai réfléchi, mon adolescence, elle a été ultra complexe. Et voilà d'où ça part. C'est que moi, je me suis sentie incomprise, même en termes d'identitaire, c'était compliqué. Et j'avais des parents qui, de par mon origine, de par ma culture, étaient sacralisés. C'est-à-dire que l'ultra-pudeur dans ma famille m'interdisait, en tout cas dans ma tête, c'était comme ça, de poser des questions, de savoir d'où je venais, et c'est quoi l'adolescence, et d'un coup, c'est quoi les menstrues, et puis pourquoi mon corps il est en alerte tout le temps, pourquoi j'ai chaud, pourquoi mon corps il change. Enfin, toutes ces questions-là auxquelles je n'avais pas eu de réponse, en fait, finalement, tous ces silences et ces tabous se sont additionnés dans les années où, bien plus tard, j'avais un problème avec moi-même. Et en gros, je soignais l'autre, mais en même temps, je me soignais. Ils m'ont autant rapporté que moi, je leur rapportais. Est-ce que je peux te demander Oui, tu peux. de nous lire 1 ou 2 passages de ce carnet Oui, allez, vous savez quoi? Je vais prendre au pif, à la meilleure infirmière du monde. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Merci d'avoir toujours su me conseiller. Nos discussions vont énormément me manquer. Vous êtes irremplaçable. Je veux pas d'une autre infirmière que vous, elle sera nulle. Votre caractère endiablé va aussi me manquer. J'ai que des bons souvenirs avec vous. Jamais vous avez fait d'erreur. Toujours droite. Ma mère vous adore, elle aussi est très triste que vous partiez. Gardez toujours le sourire. Soyez toujours aussi pétillante, aussi parfaite. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci pour tout, je vous aime. Même si ça ne se dit pas, je sais. On voit bien que tu avais une démarche intrapreneuriale avant même de devenir entrepreneur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de structure, il y avait ta patte. Parce qu'en fait, ils écrivent pas à un établissement, là. Ils écrivent à Saïda. Ouais. Donc, franchement, bravo pour ce parcours. Est-ce qu'à un moment dans ton parcours, il y a eu des obstacles ou des doutes par rapport à ta pratique qui est quand même profondément humaine? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai décidé, déjà ça a été très compliqué, ça fait moins d'1 an que j'ai décidé de ne plus être infirmière. Donc je ne jette pas la blouse, mais je la dépose et pour accompagner autrement. Donc j'ai envie de travailler toute seule. Et du coup, je crée mon entreprise donc, qui s'appelle Itiavo, donc l'amour inconditionnel. Et du coup, c'est un peu le saut en parachute, sans parachute. En tout cas, dans ma tête, c'est comme ça que ça se passait. Parce que je fais 18 ans de salariat et d'un coup, moi, je vis seule. Donc, en termes de sécurité financière, etc., on a un peu peur de ce qui risque de se passer. Voilà. Mais en fait, finalement, aujourd'hui, j'ai pas, en toute transparence, pas de cliente, mais je coach, en fait, parce que je l'incarne tellement et ça m'anime que finalement, je le fais. Et les retours que j'ai me prouvent que je suis sur la bonne voie. Et mon intuition, elle est tellement... J'ai jamais eu une intuition aussi forte que celle d'aujourd'hui. Et je sais qu'il y a des choses à réparer. Et en plus, pour un des objectifs aussi, c'est que moi, j'ai 41 ans et ça fait que 2 ans que je suis véritablement réconciliée avec ma mère. Ou en tout cas, on peut se dire les choses sans que ça parte en crise, sans qu'on ne se sent pas compris, on raccroche et l'une ne va pas bien et l'autre ne va pas bien. Parce qu'en fait, j'ai aussi compris ses blessures, j'ai aussi compris qu'il fallait que j'aille dans son histoire à elle, d'aller voir aussi ses douleurs à elle, et pour prendre une autre forme de communication. Et ça, vraiment, aujourd'hui, je tiens à passer ce message aux parents d'adolescents et même d'enfants. Il faut absolument parler à vos enfants. Vous étiez enfant, ado avant d'être parents, et ils ont besoin de voir que vous n'êtes pas parfait, et que vous aussi, vous avez pris des risques, et vous aussi, vous avez des douleurs. Et au mieux, vous en parlerez, au mieux, ils vous comprendront, et ça évitera
des distances. Il y a même des parents et des enfants adultes qui se parlent même plus, hein. J'ai été profondément touchée par un des posts que tu avais publié sur ta page Instagram où tu disais que ce qu'il y a de plus beau et de plus grand de la part d'un parent, c'est de demander à son enfant pardon. En quelque sorte aussi de reconnaître qu'on est humain, qu'on fait des erreurs. Et un enfant qui entend son parent dire pardon, c'est tellement rare. Enfin, Mhm. Ouais, le pardon et le merci. En fait, parce que vraiment, je suis spécialisée donc en adolescence et qui dit ado, ils sont bruyants, c'est des fainéants, à part les réseaux, c'est tout ce qui les intéresse, etc. Et c'est même, j'ai envie de te dire, même les parents qui sont, enfin, même les adultes qui sont même pas parents, c'est ce qu'on entend. On va dans un bus, on va entendre, ah, c'est encore eux, ah, on peste, etc. Mais à force de renvoyer ces mots-là et à force qu'ils les entendent, mais elle est où la place du positif? Elle est où la place de la motivation et des paroles encourageantes? Elle est nulle part. Et ça, si tu le fais pas au sein même de ton foyer, et j'ai même fait une autre vidéo, c'est prends rendez-vous avec ton ado. Moi, ça me dépasse le fait que finalement, je prends l'exemple d'une famille, il y a 3 enfants, et en fait, hormis les fois où vous êtes tous les trois, la dernière fois que tu as passé un moment en tête à tête avec ton enfant, il remonte à tellement longtemps que tu ne saurais même pas me le dire. Et en fait, il faut privilégier ces moments-là. Il y a des choses qui doivent se dire. Et vraiment, il faut redonner de l'amour. Redonner de l'amour, c'est je t'aime, tu sais que tu as été attendu. Merci pour tout ce que tu fais. Moi, je ne demande pas à ce que tu sois moi, mais sois toi-même. Et malgré, enfin, peu importe ce que tu feras, je serai là. En fait, c'est ces paroles-là, en fait. Et j'ai même des retours, alors parce que TikTok et Instagram, on le sait, c'est jamais les mêmes commentaires. Donc les gens me disent MDR, sous-entendu, il suffit de ça pour réparer une relation. Et moi, j'ai eu un retour d'une personne que je connais, qui a plus de 50 ans et qui a des relations très conflictuelles avec sa fille qui en a plus de 30. Et cette vidéo, elle a permis à ce qu'il y ait quelque chose qui se dénoue dans leur relation et elles n'ont jamais été aussi proches. waouh, c'est Ouais. miraculeux. Effet instantané. Effet naturel, c'est surtout, faut être soi-même et je pense que les jeunes ont besoin aussi de voir cette fragilité, cette sensibilité de la part des parents. Absolument. C'est quoi les tensions qui reviennent le plus, que tu observes le plus entre des parents et leurs adolescents? C'est la communication. C'est les problèmes de communication. Parce que derrière les problèmes de communication, il peut y avoir les cris, mais il y a aussi les silences. Parce que j'entends aussi dire, ah, de toute façon, mon ado ne fait pas de crise d'adolescence. Ouais, mais la question, c'est est-ce qu'il va bien? Parce que bien évidemment, tout le monde ne fait pas de crise. Mais quel est son état de santé? Comment il va? Comment il vit ce, comment cette explosion d'hormones qui se passe en lui, cette explosion émotionnelle, etc. Donc en fait, voilà, c'est qu'est-ce que cachent les difficultés de communication. Et des fois, on ne le ressent pas forcément à l'adolescence, on le ressent aussi euh, après le 18-20 ans aussi. C'est après le lycée, d'un coup, je deviens réellement adulte, j'ai mon permis, je passe au niveau supérieur, aux études, etc. Et du coup, là se construisent, ou là en tout cas, se prononcent un peu plus les angoisses face au futur. Donc tu peux ne pas avoir de pseudo-difficultés à un âge, mais ça peut se répercuter plus tard, quoi. À Mm. quel moment le parent ou l'enfant pourrait commencer à demander de l'aide? Je pense qu'il ne faut pas attendre de crise majeure avant de demander de l'aide. En fait, c'est dès lors qu'il y a une relation qui se tend. Pour moi, ça se joue dans la durée, c'est-à-dire qu'il peut, bien évidemment, même dans nos familles, dans nos fratries, on peut ne pas s'entendre, ça part un peu en dispute, bon, ça va. Mais dès lors qu'il y a des mères qui se culpabilisent, qui sont extrêmement tristes, qui souffrent de cette relation, de manque de communication avec leur ado, et à l'inverse, il y a des ados, voilà, qui se rebellent, qui sortent de plus en plus, qui se renferment de plus en plus. Donc, je vais dire ça, déjà, c'est des signaux. Mais surtout, il faut savoir s'écouter et de se dire, mais en fait, il y a quelque chose quand même qui se passe et qui est pas, qui est pas comme d'habitude. Malgré le fait, et c'est là où c'est difficile à nuancer, parce que malgré le fait qu'il y a l'adolescence, alors on sait que il va y avoir une période un peu complexe et c'est difficile à jauger. Après, de toute façon, moi, comme j'ai tendance à dire, il faut apprendre à se connaître. Et il y a beaucoup de parents qui n'ont pas fait de travail intérieur, un travail individuel. Et moi, dans ce que je propose, en tout cas dans mon accompagnement, l'idée, c'est d'aller revoir aussi un certain nombre de choses de nos propres blessures et d'aller les travailler. Donc, dans tous les cas, un accompagnement ne fait jamais de mal. Qu'est-ce qui explique que nos parents, ils n'ont pas ces notions de guérison des blessures, de trauma, de libérer la parole par rapport à notre génération aujourd'hui?
qui vraiment est très familière à ces concepts. En tout cas, même si on ne pratique pas de développement personnel, on est au courant que ça commence à exister, à prendre de la place. Qu'est-ce qui explique ça? Ce qui explique, c'est que nos propres parents ont eu une éducation et ils ont refait ils avaient pour modèle leurs propres parents, donc ils ont reproduit en fait ce qu'ils connaissent. Finalement, il y a beaucoup de choses qu'ils ne s'autorisaient pas forcément à nous dire et qu'ils auraient voulu changer, ou même qu'ils ont modifié aussi certaines choses. Et moi, je le sais, après, étant d'origine marocaine, il y a aussi l'esprit de la culture. Ils viennent du Maroc, il faut se taire. Il faut passer inaperçu, il faut qu'on soit intégré, il faut qu'on soit accepté. Donc, est-ce que tout ça ne rajouterait pas aussi aux parents d'enfants d'immigrés cette notion de comment j'existe, comment j'ai ma place, comment j'évolue, alors que mes parents m'ont toujours demandé de pas trop en dire, on dit oui monsieur, on dit oui madame, on baisse la tête, on n'est pas d'accord, c'est pas... Voilà. Il y avait une notion Pas de ton mot. survivre. Exactement. Et grâce aux efforts qu'ils ont déployés et à la vie qu'ils nous ont permis d'avoir, notamment une vie où on est éduqué, où on a accès aussi à d'esprit critique, on a l'espace en tout cas de penser à ces sujets-là et de les aborder. Sarida, est-ce que tu peux nous dire 3 astuces simples pour l'ado et pour le parent qu'on peut mettre en place au quotidien, peu importe la nature ou le degré de relation qu'on a avec ses parents, mais en prévention, avant d'attendre un affaissement des relations, qu'on peut activer, parce que je pense que ça peut aider nos auditeurs. La première des choses, c'est partager un moment, mais un moment sans écran, sans distraction aucune, un moment de temps de parole, comme j'aime si bien le dire. On peut même le transformer en jeu. Garder un cadre, mais en fait, le cadre, il ne faut pas qu'il soit totalement figé. J'entends que les repas familiaux ils sont ultra importants, très très importants. À l'ère où tout va très vite, les réseaux sociaux, les parents ils bossent et la société va mal, etc. Donc on peut être éprouvé, que ce soit les parents comme les ados, mais donnez-vous des temps ensemble. Et puis j'ai envie de dire je serai toujours là pour toi, même si c'est un post-it et que tu es énervé parce qu'il t'a vraiment saoulé et que tu en peux plus et tout, glisse-lui un petit mot, dis-lui que tu es toujours là pour lui et peu importe ce qu'il fait, même si tu as les boules, etc. L'adolescence, c'est vraiment le moment où il a le plus besoin d'être entouré de parents solides, des parents qui sont là et qui sont présents, qu'ils soient d'accord ou pas, mais en tout cas qui disent voilà, je t'aime, c'est compliqué, mais t'inquiète, je serai là pour t'accompagner et tu vas y arriver, quoi. D'accord. Et là, par exemple, si on a une maman ou un ado qui est plus en dialogue avec ses parents, comment ils pourraient rétablir le dialogue? Est-ce qu'ils ont besoin d'un tiers, c'est-à-dire par exemple de venir vers toi pour faciliter ça, ou est-ce qu'ils peuvent déjà commencer à activer quelque chose en attendant d'être soutenus et accompagnés sur la durée? Moi, je pense on peut déjà mettre quelque chose en place sans forcément voir un coach ou un thérapeute ou autre. Mais après, c'est toujours un peu compliqué, j'allais dire, un membre dont l'ado a confiance. Ça peut être un tonton, ça peut être le voisin, ça peut être quelqu'un, en tout cas, qui l'estime, ou une tante, mais quelqu'un qui va dire les choses différemment. Voilà, qui va nuancer, mais qui va aussi dire des choses aux parents. Parce que à force de dire, ouais, c'est ta faute, remplacer peut-être le jeu en, ouais, en vous, quoi. Et du coup, voilà, d'avoir une tierce personne qui renoue ça. Et je l'ai toujours dit, moi, souvent, quand je fais des lives, notamment sur Instagram, ou les retours que j'ai des parents, c'est la crise, on crie, etc. Je dis, mais vous savez pas à quel point vous êtes en relation quand vous criez. Vous restez en relation. La rébellion fait que vous êtes le pire pour moi, stade, c'est quand il n'y a plus du tout de communication. Et aller réparer quelque chose où un ado ne nous parle plus depuis 2-3 semaines, etc., c'est plus complexe que quelqu'un qui se rebelle et qui parle mal et qui n'écoute pas, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. En tout cas, tu as l'air aussi très optimiste sur la coopération des jeunes. Quand on t'entend, on a l'impression que c'est possible, qu'on peut dépasser ça. Oui. Ouais. J'y crois. J'ai vu des jeunes malades avoir vraiment des carences et des handicaps sans sortir. Donc, un ado qui va bien, il est plein de ressources et il peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Est-ce que tu as la sensation que par rapport à d'autres époques ou d'autres générations, le lien parent-ado, est-ce qu'il est plus écorché ou plus renforcé?
En fait, je dirais kiff-kiff parce que je sais que j'entends des gens de 40 ans dire « Ah, de toute façon, les jeunes, laisse tomber. De toute façon, franchement, c'est des fainéants, on ne peut rien faire. Ils ne sont pas éduqués, ils n'ont pas les valeurs que nous, on avait. Nous, on était dans le quartier, on n'avait pas de téléphone, etc. » Et en fait, nous-mêmes, on entendait ça. Moi, je m'en souviens, ado, on entendait ça des générations d'avant. Oui, En oui. disant, mais vous êtes la génération foutue. Et en vrai, il y a toujours eu des générations foutues pour quelqu'un qui était au-dessus, tout en s'imaginant que nous, c'était incroyable et que nous, on était mieux qu'eux. Mais pas du tout. Et en réalité, j'ai envie de dire, moi, tu me donnes un téléphone, tu me donnes TikTok à la Saïda qui avait 14 ans, tant, ça se trouve, je ferais des lives et en train de quémander de l'argent, j'en sais rien. Enfin, on est là en train de se dire, ouais, moi, jamais j'aurais fait. Mais non, mais en fait, on n'avait pas les téléphones à la même... voilà, on n'a pas été élevé dans ça et on ne sait pas à quel point on aurait utilisé et usé de tout ce qui ne va pas aujourd'hui. Donc, enfin, voilà, il n'y a pas de meilleur... voilà. Après, par contre, il y a quelque chose de très réel, c'est que les parents sont... moi, je vois les nombres de mamans en anonyme qui n'osent pas exprimer un certain nombre de choses parce qu'elles sont dans une comparaison. Et la culpabilité. Parce qu'on, mine de rien, le coaching, c'est bien, le bien-être, la santé mentale, c'est bien, mais d'entendre le parent positif, éducation positive, etc., ben, en fait, c'est des parents qui vont essayer de se donner un max de choses à mettre en place pour se dire « Ah ouais, mais ça veut dire que je suis pas un parent positif, moi, je suis pas dans l'éducation positive », et du coup, qui s'alertent comme ça et qui vont faire des choses qui ne leur ressemblent pas. Moi, j'ai envie de dire, soyez juste le parent que vous avez envie d'être, mais pas le parent que vos parents voudraient voir de vous, ou que la voisine ou que la cousine veut voir de vous. Non, soyez vous en tête. Et c'est vrai que quand on pense à parents, toi tu le formules ainsi, relation parent-ado, on a souvent, peut-être même chez l'auditoire, l'image de la mère. Quel est le rôle du père dans cette relation-là? Le père a un rôle clé. Le père peut tout faire changer dans une famille. Mais malheureusement, en tout cas, moi, ça bouge, attention, et je suis très contente, ça bouge aussi par rapport au fait que les hommes, de manière générale, ne s'expriment pas. Donc, je pense, tout à l'heure, je parlais de culpabilité. On peut même parler de sentiment de honte. Je ne vais pas les demander conseil, ça reste quand même mon enfant, etc. Et ils auraient plus tendance à dire, ouais, de toute façon, moi, j'ai reçu des coups quand j'étais jeune. J'en ai pas, j'en suis pas mort. Donc, à la limite, voilà, ce que je donne à mon enfant, aujourd'hui, je le tape pas, mais je lui donne le maximum. Non, mais en fait, l'amour ne suffit pas. Il faut de la régulation émotionnelle, il faut aussi de la compréhension. Et il faut aussi se saisir de tout ce que les ados ont aujourd'hui. Tout à l'heure, on parlait de réseaux sociaux, mais ça peut être dans le quartier. C'est aller s'intéresser. Quel est l'univers de ton ado? Essayer de comprendre voilà, c'est comme ça qu'on lui donne de la valeur. Et tu donnerais quoi comme conseil simple à appliquer pour un parent qui se dit comment j'anticipe l'adolescence? Je dirais anticiper, mais soyez, parce que j'ai beaucoup de parents comme ça qui me disent moi j'attends, tu vois, là je sais que tu as fait un hibou, je sais que tu accompagnes, je sais que ça va être compliqué dans 4-5 ans. Non mais tranquille en fait, ton enfant il est encore tout petit, savoure ce qui se passe aujourd'hui. Et en plus, limite moi j'accompagne les parents qui ont des problèmes avec leur adolescent, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'adolescence ressurgissent des choses qu'on a vécues dans son enfance. Donc en fait, en vrai, il faut s'occuper des parents tant que les enfants sont encore petits. Entre les 3-7 ans, c'est là que les blessures, elles s'enregistrent, c'est là que les traumas, généralement, vont comme ça reparler durant l'adolescence, ou en tout cas ressurgir comme ça de manière inconsciente. Saïda, aux adolescents qui nous écoutent, quel est le message que tu aimerais qu'ils entendent? Moi, j'aimerais leur dire, vous avez le droit de vous chercher. Vous n'êtes pas vos parents, mais faut bien enregistrer le fait que votre histoire ne démarre pas de zéro. C'est la continuité de celle de vos parents. Donc voilà, vous êtes encore en âge où il y a des choses qui se testent et en gros, il n'y a rien de très grave. Mais le cadre, il est ultra important. Donc là, je fais le message ado, mais petit rappel aux parents où il faut quand même cette sécurité où voilà, ça permet de rassurer en fait que d'avoir quelque chose qui est bien établi. Là, j'essaie de me mettre dans la peau d'un parent qui nous écoute actuellement et qui se dit, si j'avais été présent avec Saïda, je lui aurais posé la question, comment se passe un accompagnement avec toi? Combien de temps il dure? Et quel est le coût finalement? Ok. Aujourd'hui, je suis en train de construire donc mon entreprise. Je propose déjà sur Instagram un accompagnement, un bilan individualisé, personnalisé. C'est pas du bullshit, c'est-à-dire qu'on sait 1h15 au téléphone, on parle, on va aller creuser un certain nombre de sphères de ce que tu traverses, dont la relation avec ton enfant.
Et dans les 24-48 heures, je fais un bilan personnalisé, que j'envoie en PDF sur les actions à mener à à court et à moyen terme. Alors bien sûr que les bilans personnalisés, c'est jamais assez profond. Donc du coup, je suis en train de développer deux types de coaching. Il y en aura un sur 6 semaines Ah oui. et Web un autre de 3 mois. Ah oui. Et un autre de 3 mois. Et suivant, voilà, c'est en cours. Je suis en train de tout clarifier. Ça sera avec des vidéos, des audios, des rendez-vous individuels et surtout la force la force du groupe. Donc, dans tous les types de coaching que je vais proposer, c'est toutes les personnes que je vais suivre, elles seront dans un groupe privé où elles pourront échanger parce que j'ai pas la science infuse. Et du coup, voilà, l'idée, c'est qu'on puisse évoluer tout ensemble et se donner les astuces et se sortir soutenus. Et c'est ce dont l'humain a besoin, en fait. Merci beaucoup pour toutes les astuces que tu as partagées avec nous. Et là, on va se croiser ensemble pour finir ce podcast Connaissance méditerranéenne. Les filles, de cette heure et demie qu'on a passée ensemble, les auditeurs n'auront qu'un petit extrait de cette heure et demie, mais qu'est-ce que vous avez appris sur l'une et l'autre et le sujet porté par l'une et l'autre de nouveau et avec lequel vous repartez ce soir? L'écoute. Le parent doit écouter l'enfant. C'est important. Moi, ce que je retiens, c'est la naturopathie africaine. Bon, on en avait déjà discuté, mais c'est vrai que ça a l'air extrêmement intéressant. Puis il y a des choses qui se rejoignent parce qu'on parle de trauma, on parle de aller à la ressource, d'apprendre à se connaître, etc. Donc voilà, en tout cas, c'est ultra intriguant et je suis très contente qu'on en vienne à parler de choses naturelles aussi, de choses qu'on peut modifier et qui est à la portée de tous finalement. Donc c'est top. Et puis on parle de santé mentale finalement. Donc, Et qu'aussi à chaque conflit, il y a des solutions. Parce que souvent, on se dit qu'il n'y a pas de solution, alors que s'il y en a, il faut juste aller chercher au bon endroit. C'est savoir mettre son ego de côté. Oui, ça aussi, ouais. Et aussi le pardon et le merci, hein, parce que ça, c'est... S'il vous plaît. Tout à fait. Naïda Maria, qu'est-ce que tu dirais à la petite fille de 10 ans qui porte également ton prénom? Merci déjà. Merci d'avoir transmis tout ce que j'ai appris. Parce que moi, je suis une personne qui, lorsque j'apprends, je transmets automatiquement, pas spécialement aux personnes qui sont concernées, mais je leur donne toujours des choses. Et puis, je leur dis, si ça ne t'intéresse pas, tu pourras au moins le dire à quelqu'un. Et moi, je trouve ça quand même fort parce que même si ça ne l'intéresse pas, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui, autour de lui, a envie de savoir ou a envie de le connaître et qui ne sait pas. La transmission. Ouais, c'est important pour moi. Merci. Et Saïda, qu'est-ce que tu dirais à la petite fille de 10 ans que tu as été? Moi, ce que je lui dirais, c'est que elle va souffrir, très honnêtement. Voilà, le chemin, il est semé d'embûches. Il va y avoir des galères où tu vas avoir cette sensation d'être seule parce que tu parles pas de ton mal-être, mais voilà. T'es accompagné, mais comme tu n'oses pas dire les choses, c'est très douloureux. Mais en fait, finalement, c'est grâce à toutes ces épreuves que j'en suis là aujourd'hui, que j'ai des valeurs ultra profondes, que je suis en état d'amour avec moi-même. C'est-à-dire que voilà, je m'aime, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai traversé et je donne du pouvoir à ça. Et en plus, aujourd'hui, je vais accompagner les gens pour qu'ils se sentent au mieux. Donc, c'est magnifique parce que si j'avais pas eu toutes ces épreuves, j'aurais peut-être été un peu plus narcissique ou sur d'autres projets qui me font pas vibrer comme aujourd'hui. Ouais, c'est touchant, en tout cas, ce retour à vous, enfant, et cette gratitude que vous avez par rapport à la résilience de cet enfant et tout ce qu'elle a surmonté et qui vous a permis d'être là aujourd'hui. Et aussi dire que la liberté, elle existe. Oui. Voilà. Parce que moi, je le sentais beaucoup plus dehors. Et en rentrant à la maison, j'avais pas cette liberté-là. Alors qu'en étant grande, maintenant, je le vois avec mes enfants qu'on a la liberté même à la maison. Et c'est possible. Oui. Voilà. C'est beau. Et les filles, si on a encore envie de papoter avec vous, d'en apprendre sur vos thèmes respectifs que sont la santé par le naturel, ou même retrouver l'équilibre et la communication au sein du foyer entre ados et parents, comment on vous trouve?
sur les réseaux. Alors moi, je suis pratiquement sur tous les réseaux sociaux. Ulanga Maria, donc Ulanga, Maria, M-A-R-I-A. Donc je suis sur Snap, TikTok, Instagram, Facebook. Et j'ai aussi mon site internet. Super. Et moi, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux qui est Instagram, donc c'est @tia_mots. Je suis sur Facebook aussi, j'ai une page Facebook. Je suis sur LinkedIn, parce qu'à savoir que j'aimerais beaucoup proposer des ateliers pour les parents. Parce qu'un parent qui va bien, c'est certainement un employé qui fonctionne bien et qui peut, comment dire, être au mieux, en tout cas dans ses conditions de travail. Et voilà, pour l'instant, c'est ça. Et à savoir, sur Instagram, on peut avoir un appel diagnostic, c'est-à-dire qu'on discute pendant 30 minutes, c'est gratuit, et pour voir justement où est-ce qu'on en est avant de s'engager dans différents types d'accompagnement de ma part. Super. Et j'ai mon e-book aussi qui va sortir, donc j'en parle. C'est comment transformer ses blessures d'enfance en force parentale. Donc je suis très contente parce ça va être un super produit. C'est un guide de transformation, vraiment transformation intérieure avec des mantras, des cartes à découper et vraiment des discussions ou en tout cas des questions très profondes. Du coup, voilà, je suis contente parce que du coup, ça sera accessible en termes de budget et du coup, il peut se déployer à beaucoup de personnes et c'est des choses dont on parle encore peu. Bah, c'est génial, Enfin, moi, je les follow déjà, évidemment, depuis un bon moment. Et franchement, c'est une dose de connaissances supplémentaires au quotidien et d'inspiration, parce que vous êtes des femmes inspirantes. Et je vous invite à faire de même. Enfin, le mot de la fin, qui peut être une phrase de la fin, une phrase inspirante, une phrase qui vous inspire, qui vous donne de la force. Une chacune, ce serait laquelle? Moi, c'est pas une phrase, c'est une action que je fais, c'est la gratitude. Mais pas la gratitude, le Alhamdulillah, comme on le tend si bien, c'est que je le conscientise, je le symbolise. C'est-à-dire qu'en fin de journée, je note 3 belles choses qui sont déroulées dans la journée. Et du coup, ça permet de voir le verre à moitié plein, en fait. Et du coup, voilà, dans tout ce nuage de problématiques dans lequel on peut être, il se passe des belles choses, il peut y avoir des belles connexions. Et c'est important aussi de se dire, j'ai ça, et qu'est-ce que je fais avec les moyens que j'ai? Et je peux tout exploser, et on a énormément de choses. On a énormément de bien de pieds. Donc, le réalisme optimiste. Exactement. Ouais. Et moi, je dirais plutôt, on n'a qu'un corps et il faut en prendre soin. On espère que ce premier épisode de Connaissances méditerranéennes vous a fait vibrer, ici et là, à l'ouïe et au cœur. Et sans vous spoiler, on sait que le prochain épisode avec Connaissances méditerranéennes accueillera Saïda et une autre invitée. Je reste dans le mystère. En tout cas, ça tournera toujours autour de la relation, du bien-être et de l'équilibre avec l'avenir, c'est-à-dire la jeunesse. À très bientôt!